Super, merci beaucoup. Alors, je vais juste enlever vous voyez les slides. Voilà, super. Donc là, vous nous entendez, vous voyez On notre entend et on voit très très bien, super. super. Je vais même virer l'antidote. Vous voyez que je triche pour faire mes corrections de texte. Voilà, très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous, ou à toutes. Je crois qu'il n'y avait que des femmes derrière les écrans. L'idée de la présentation ici, c'est pas du tout vous former des archéologues, même si le titre le laisse penser. C'est justement en 6H, donc c'est des élèves qui ont quoi, 10 ans? Ouais, 10 ans, et qui, dans un cursus scolaire classique, ils ont un cours d'histoire, ils doivent apprendre l'histoire romaine, et plutôt que de l'apprendre avec des bouquins, l'idée, c'est de leur faire vivre l'expérience d'archéologue pour pouvoir apprendre l'histoire romaine à travers, comment dire, une expérience, une simili-expérience professionnelle. Alors, la présentation se fait à deux voix. J'ai la chance d'avoir avec moi Victor Quartenou, qui est l'enseignant qui a déployé ça dans sa classe. Puis moi, je prends la casquette du chercheur qui porte un regard comment dire, analytique sur cette pratique-là, avec des modèles. Mais avant ça, je vais juste vous présenter ce qu'est Mindtest et quelle place ça a comme ce logiciel dans la littérature scientifique. Alors tout d'abord, Mindtest, si je reprends la définition posée par Wikipédia, Free Open Source Sandbox Video Game, donc on est sur un jeu vidéo qui est libre, qui est gratuit, le code est donc à disposition, tout le monde peut le prendre et l'améliorer, c'est développé par des volontaires, il y a toute une communauté autour et ça ressemble de très très près à Minecraft. Sauf que voilà, il n'y a pas Microsoft qui est derrière. Donc d'une certaine manière, on peut comment dire, mettre ça sur les machines, créer un réseau et puis tous les élèves sont sur le même monde et puis ont des missions communes. Donc ça peut imaginer, on peut comme ça imaginer plein de scénarios différents en art visuel où ils doivent faire des anamorphoses, en histoire où ils doivent reconstruire des scènes classiques d'un fait historique. Enfin bref, on peut imaginer tout un tas de choses. Si on regarde un petit peu la littérature, ici je fais référence à la moteur de recherche Dimensions. Voilà, des articles qui ont le mot Mindtest dans leur abstract. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 42 depuis 2012. Avant, de toute façon, ça ne sert à rien. Mindtest n'était pas encore déployé. Si on prend le concurrent propriétaire, Minecraft, il y a beaucoup plus d'études qui traitent sur Minecraft. Donc finalement, les résultats en termes d'expérience pédagogique sont quasiment les mêmes. Sauf que ça place quand même la force des solutions propriétaires dans la diffusion, parenthèse fermée. Donc l'idée maintenant, c'est de vous expliciter quelques études que j'ai pu trouver qui ont implémenté Mindtest dans l'enseignement, leur finalité, et puis d'analyser les expériences d'élèves à la lumière du modèle de Leclerc et Poumet sur les différents événements d'apprentissage possibles et remarquer si la mise en place de Mindtest permet de diversifier les événements d'apprentissage. À la lumière du modèle ICAP qui propose une graduation en fait de l'activité des élèves et les technologies pourraient prendre du sens si elles permettent de monter dans ce modèle ICAP entre l'élève qui est passif, qui reçoit l'information, l'élève qui est actif, qui manipule, l'élève qui génère un savoir et l'élève qui dialogue avec ses pairs et avec le savoir. Donc, si on peut monter là-dedans, a priori, la technologie a un intérêt. Et puis, le dernier modèle que je vais prendre, c'est le TPAC pour savoir finalement quelles compétences sont nécessaires pour que l'enseignant puisse développer ou déployer ces solutions-là dans leur quotidien. Alors, première étude que j'ai pu identifier, c'est une étude brésilienne. Des élèves de 4 à 11 ans, donc une tranche d'âge assez large, ont fait de la planification urbaine, de l'urbanisme en fait. Avec eux, ils ont reçu les plans d'une région et puis ils avaient comme mission de créer le village autour de ce plan-là et tenir compte des points d'eau, de l'évacuation d'eau, des ressources, etc. Et ça donnait évidemment des apprentissages sur des phénomènes complexes et pas forcément des objectifs d'apprentissage opérationnel, etc. Donc voilà, ils devaient construire en tenant compte de l'environnement. Donc voilà, avec Mindtest, on peut simuler des choses qui ne seraient assurément pas possibles dans une réalité de brick and mortar, en chair et en os. On ne va pas pouvoir construire des maisons et tester pour de vrai si ça marche. Autre projet qui a sa place dans un article, c'est un travail dans une université espagnole. Là, les étudiants sont invités à faire de la géométrie en 3 dimensions. Alors, eux, ils ont fait une étude expérimentale avec un tout petit échantillon. Il y avait peu d'étudiants, mais il y a quand même 17... l'âge de 17 ans en moyenne
Non, je dis de bêtises. Il y a 17 étudiants de 22 ans dans le groupe expérimental, 17 étudiants de quasiment 22 ans dans le groupe contrôle. Et puis, ils ont voulu voir s'il y avait une amélioration des capacités à visualiser les éléments en 3D. Donc, ils reçoivent des éléments de ce type-là, des cartes, etc. Ils peuvent passer par Mindtest pour reconstruire le bâtiment, pour essayer de dessiner ensuite ce qui se passe, les perspectives depuis la gauche, la droite, dessus, le nord, l'ouest, etc., etc. Et en l'occurrence, sur ces étudiants-là, quand l'expérience passe par Mindtest, il y a une amélioration de ces compétences-là. Donc voilà, on voit que ce n'est pas uniquement des opportunités nouvelles d'apprendre, mais c'est aussi une médiation qui permet de mieux apprendre dans certains contextes. Ensuite, une autre étude, alors là, qui amène un contexte complètement particulier, c'est un travail international dans un dispositif COIL, Collaborative Online International Learning. Donc, c'est des étudiants d'Inde, d'Ukraine, d'Allemagne, de France, de Canada qui avaient une mission commune pour collaborer et puis apprendre des enjeux peut-être aussi culturels. Et puis, comme plateforme a été choisi Mindtest parce que il n'y a pas de problème de droit d'accès. Je ne sais pas, peut-être qu'en Inde, j'en sais rien, Microsoft en Inde, ça passe pas, donc vous utilisez Teams, ça n'aurait pas joué. Les solutions indiennes, peut-être chez nous, n'auraient pas joué, etc. Alors, avec Mindtest, pas de problème, puisque c'est une solution libre, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Et puis, les étudiants ont pu se rencontrer en ligne et avoir une mission commune. On est plutôt dans une description de pratique ici. L'auteur termine en disant que Mindtest est donc une modalité innovante de coopération universitaire, multiculturelle, agile, inclusive, modulaire et accessible. Bon sang, c'est vendeur, c'est prometteur, ça donne envie, en tout cas, de tester. Et puis, mine de rien, techniquement, ce n'est pas extrêmement lourd. Puis une dernière étude que j'ai pu trouver qui explicite Mindtest dans les usages pédagogiques. On est ici en 6e dans les classes françaises, 25 élèves de SVT, et ils avaient commission de recréer leur établissement scolaire. On n'est que sur de la description aussi du phénomène. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien, donc je n'ai pas pu mettre plus que ces éléments-là. Les résultats, les propositions de l'auteur, c'est de dire que les élèves ont pu acquérir des compétences. Ils ont pu, malgré que ça s'est fait dans l'environnement Mindtest, ils ont quand même pu acquérir les compétences. Mais par-dessus, ils ont développé des habiletés manipulatoires. Hein, ils ont développé l'utilisation du jeu, bêtement. Enfin, c'est certain qu'on joue, on va apprendre à jouer. Et puis, la machine, en fait, finalement, donne des rétroactions parce qu'on voit directement qu'on n'a pas fait juste, ça ne marche pas, etc. La rétroaction est directement donnée par ce simulacre de réalité qui est Mindtest. Donc, dans ces quelques études, si je prends le modèle ici des événements d'apprentissage de Poumet et Leclerc, c'est certain qu'on va avoir quelque chose on va pouvoir offrir aux élèves des expériences de création ici, des expériences d'expérimentation qui, possiblement, sont plus difficiles avec papier-crayon. On va évidemment pouvoir amener des éléments de réflexion. Ah, tu as créé ça comme ça, moi j'ai créé ça comme ça, est-ce que ça correspond aux attentes, etc. Et puis, assurément aussi d'exploration peut-être des contenus, parce que nous, on aura pu créer quelque chose, ils vont explorer les contenus, etc. Donc, on voit que grâce à Mindtest, on va diversifier au fait les événements d'apprentissage que l'on offre aux élèves. Maintenant, ici, est-ce qu'on peut regarder ici selon le modèle ICAP? Pardon. C'est certain que toutes les questions d'urbanisme, on aurait pu l'enseigner de manière complètement passive. Je vous explique, chers élèves, que pour construire un village, vous devez tenir compte des arrivées d'eau, vous devez tenir compte des risques d'éboulement, vous devez tenir compte de ces éléments-là. L'élève reçoit l'information. Ou alors ici, on était en tout cas actifs. Les élèves ont manipulé l'objet d'apprentissage, mais assurément constructif parce qu'ils ont dû générer une proposition et la mettre en dialogue. Donc, on est finalement tout en haut au fait, de ce modèle ICAP parce que les élèves ont dû mettre en dialogue une solution et puis apprendre que finalement la solution elle n'est pas aussi simple, c'est un phénomène complexe et puis il y a des décisions à prendre avec des risques, des enjeux, des éléments comme ça, etc. Et finalement, le TCAP, si on regarde l'enseignant ici, on a assurément des éléments techniques qui sont un peu plus pointus peut-être que simplement une utilisation de PowerPoint ou partager son écran sur Zoom. Parce qu'il faut quand même être capable d'avoir un ordinateur maître qui héberge un monde virtuel et faire en sorte, avec des adresses IP, que les élèves se connectent à ce monde-là, créer un intranet, etc. Donc, c'est certain qu'il y a des compétences techniques particulières, mais il y a assurément des compétences pédagogiques particulières parce que chaque élève se retrouve, happé dans le jeu. Et puis, il y a des compétences de contenu parce que tout d'un coup, il faut accepter qu'on n'est plus dans des mécanismes transmissifs. Donc, on a un contenu différent, plus nuancé, plus complexe, etc., etc.
Donc, voilà les analyses qu'on peut faire en fait, de cette réalité pédagogique. Et maintenant, plutôt que vous parler des expériences qu'on peut trouver dans la littérature, je passe la parole à Victor qui va vous parler de l'expérience qu'il a pu mettre en place dans sa classe de 6H pour enseigner l'histoire. Okay. Alors, du coup, exactement comme ça a été expliqué avant, moi, je vais vous parler plutôt de la partie expérience. Donc, ma présentation, elle va être en 3 parties. Il y aura la création du scénario, l'utilisation du scénario et les résultats que j'en ai tirés. Donc, ici, vous pouvez voir une image de Mindtest du scénario qu'on a eu, un peu le monde sauvage. Donc, comme ça a été expliqué avant, c'est un open world composé de cubes et il y a une interaction qui est dans le monde entre les élèves, entre les joueurs, et il y a surtout une grande liberté aussi qui est donnée. En fait, la création du scénario, pourquoi et comment je l'ai faite? Alors, en fait, j'avais des élèves qui étaient peu motivés par l'histoire de manière générale, et j'ai décidé d'essayer de trouver une autre méthode, un autre moyen d'enseigner l'histoire que justement papier-crayon pour essayer d'aller chercher un peu ces élèves qui étaient moins motivés pour essayer de les intégrer à ce processus. Et en fait, quand j'étais à la HEP, on a fait un projet sur Mindtest pour notre travail de bachelor et on a eu la chance de pouvoir recréer un scénario qui est disponible sur la plateforme de la HEP et qui était en lien directement avec le moyen d'enseignement d'histoire de 5-6H. Et il s'est avéré que ça tombait pile poil avec le thème que je devais traiter. Donc, c'est pour ça que, vu que j'avais un scénario qui était différent et qui était aussi ma création, je me suis dit que ça pouvait donner envie aux élèves de participer. Donc, ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est la ville romaine qui a été créée par un collègue enseignant et moi. Donc, en fait, on voit une ville romaine et avec les différentes salles, les différents bâtiments, on s'est vraiment basé sur les documents qu'on trouvait dans la méthode d'histoire et de reprendre les mêmes termes, de reprendre les mêmes structures et la même architecture. Donc, ça, c'est vu de en haut, bien sûr. Ça, c'est une autre vision du monde. Donc, ce scénario, comment est-ce que je l'ai utilisé? Donc, j'étais dans une classe avec 16 élèves de 6H, donc une dizaine d'années. Les élèves qui avaient une dizaine d'années. J'ai formé 4 groupes de 4 élèves. Le petit problème, c'est que j'avais seulement 8 ordinateurs, donc ils étaient 2 à jouer par ordinateur, donc ils se relayaient chacun leur tour, mais ça permettait aussi l'élève qui ne jouait pas était quand même actif parce qu'il pouvait guider l'autre, prendre des notes, essayer de réfléchir un peu à différentes solutions. J'avais également 3 caméras pour pouvoir filmer ces différents groupes pour après pouvoir traiter des données. Ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai utilisé 5 leçons de 50 minutes pour faire ça. Donc, il y a eu une première leçon et demie qui était dédiée vraiment à la prise en main de Mindtest parce que les élèves, il y en avait la grande majorité qui n'avaient jamais joué à ce jeu et du coup, il fallait un peu prendre en main le dispositif avant de pouvoir réellement jouer et puis essayer de participer un peu à ce scénario. Là, j'ai vu des très, très grandes différences de niveau entre les élèves. C'est aussi ça qui m'a fait créer les groupes où j'ai à chaque fois essayé de mettre un élève qui était un peu leader, qui était quelqu'un qui avait plus l'habitude de jouer soit aux jeux vidéo de manière générale ou à ce jeu, à Mindtest ou à Minecraft. Donc, pour créer ces groupes, pour qu'il y ait moins de problèmes et puis qu'ils puissent être plus autonomes de manière générale. Idéalement, il aurait fallu avoir un ordinateur par élève, ce qui aurait quand même été plus productif. Et également, si on avait pu être 2 enseignants ou bien prendre des demi-classes, faire 2 heures à la suite, peut-être ça aurait permis plus de productivité, mais c'était un peu les limites du terrain que j'avais. Et en fait, les leçons, elles se passaient comme ça. Les élèves, à la base, ils n'avaient pas le terrain comme vous avez pu le voir avant. Eux, ils avaient une map qui était couverte et ils devaient, premièrement, se créer leurs outils pour pouvoir partir à l'aventure. Ils commençaient en recevant une carte avec telles coordonnées où ils devaient aller.
Et sous ses coordonnées, il était censé avoir une ancienne cité romaine qu'il devait essayer de découvrir. Ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils découvraient une nouvelle salle, chaque fois qu'ils avaient de nouvelles informations, on faisait une petite mise en commun avec les élèves. Comme ça, on pouvait aider les groupes qui étaient peut-être un petit peu plus perdus et puis institutionnaliser le savoir quand on avait des nouvelles découvertes. Et on pouvait chercher aussi dans des documents de référence, par exemple le livre d'histoire, etc. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le bassin justement qui est au cœur de la petite ville et avec des écriteaux justement qui donnent le nom, que ici c'est l'impluvium, et puis ça permettait aux élèves de pouvoir faire des parallèles avec le livre, etc. Ça, c'est justement la map qui est couverte. C'est pour ça qu'il fait nuit, qu'ils ont dû mettre des torches, parce que ils sont sous terre et ils n'avaient que des pioches en bois et des pioches en pierre pour se débrouiller. Et ici, c'est un petit exemple de table de craft. C'est ce qui permet aux élèves de créer leurs objets. Donc, ils vont devoir d'abord casser un arbre pour récupérer le bois, le transformer en planche, utiliser des bâtons qu'ils auront transformés pour se créer leur propre matériel. Donc, il y avait aussi ces apprentissages à faire. Donc, ce que j'ai obtenu comme résultat finalement, c'est que la motivation des élèves, elle a été très haute au début quand je leur ai parlé du projet et quand ils étaient à l'intérieur du projet. Donc, j'avais beaucoup je me réjouissais de pouvoir faire ça et j'avais pas mal d'attentes par rapport à ça. Le problème, c'est que dès le moment où certains élèves ont vu qu'on retravaillait de nouveau des notions d'histoire comme avant, ils se sont un peu retombés et puis la motivation, elle a diminué un peu. Par contre, les élèves qui étaient déjà motivés par l'histoire de manière générale, ils ont été encore plus motivés. Et ça, c'est des élèves qui étaient… les groupes où il y avait un leader comme ça, c'était des groupes où ça roulait vraiment bien parce qu'ils avaient envie de chercher, envie d'apprendre. Et ça, c'était vraiment assez impressionnant. Les limites, c'est quand même une grosse organisation et il faut du matériel, donc c'est assez compliqué. Mais sinon, au niveau des apprentissages qui ont été faits, il y a des apprentissages en histoire, ça c'est clair. Et au niveau des mythiques, parce qu'ils ont dû faire des choses assez différentes, notamment les élèves qui m'aidaient à mettre en place les ordinateurs avant. Ils ont dû apprendre des trucs assez complexes. Voilà. Et je repasse la parole à Lionel. Super, merci beaucoup Victor pour cette présentation. Et donc, on refait le même exercice que pour la littérature d'avant. Essayons d'analyser un petit peu l'expérience que Victor a offert à ses élèves grâce au modèle de Leclerc et Poumet. Donc, on voit ici que les élèves ont dû assurément expérimenter, mettre les mains, tenter ce rôle d'archéologue, creuser, chercher des choses. Ils ont pu explorer massivement, alors pas un document papier, mais un document, un média, un simulacre d'une réalité, et explorer là-dedans, rentrer, chercher des panneaux, des choses comme ça. Ils ont dû évidemment débattre. OK, j'ai vu cette salle, j'ai vu ce panneau, ils disent ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire? On vient de noter au tableau, etc. Ils ont dû, si je regarde un peu ici, pas trop d'exercisation. Je ne crois pas que c'était là-dedans. Et puis, pas de réception d'informations en tant que telle. Ce n'est pas l'enseignant qui a raconté les trucs. Quoique, pourquoi pas, pendant des moments d'institutionnalisation, on fixe qu'est-ce qui a été découvert, pourquoi, comment ça se fait que ça porte ce nom-là, etc., etc. Donc, on voit de nouveau dans cette expérience-là, Mindtest a priori permis de diversifier les expériences ou les événements d'enseignement-apprentissage. Ici, clairement, si on prend dans le modèle ICAP, si on prend la proposition de la méthodologie d'enseignement, il y a quelque chose de très passif. Il y a l'information, il y a un texte, une image, l'élève doit lire ceci et puis digérer l'information, la manger bêtement, la percevoir. Et là, ils ont dû générer un savoir en allant fouiller, creuser, aller chercher les indices, etc., puis mettre tout ça en discussion, en dialogue. Donc, on voit que Mindtest, ici, dans le modèle ICAP, a assurément permis de monter. Maintenant, jusqu'à quel niveau on peut en discuter, mais en tout cas, a permis de monter dans ce modèle ICAP. Et dernière chose, qu'est-ce que ça demandait pour Victor? Assurément des compétences techniques assez pointues au départ. Je ne suis pas sûr que ce qu'il a fait, tous les enseignants, en tout cas de ma région que je connais, seraient capables de le faire.
des connaissances pédagogiques, il a dû accepter tout d'un coup de changer de format. Il n'est plus face à une classe, il est face à une classe qui a un intermédiaire qui est l'ordinateur. Il doit aussi gérer ceci. Maintenant, vous fermez les écrans, vous me regardez, l'attention sur moi, etc. Enfin, ça amène des éléments pédagogiques à gérer. Et puis, des éléments de contenu, tout d'un coup, peut-être que les élèves ont commencé à poser des questions qu'ils n'auraient pas posées si c'était simplement resté sur le bouquin avec une information plus directe, par exemple. Donc voilà, on voit ici une expérience, puis on arrive au bout de notre communication, qui témoigne à la lumière de ces trois modèles-là, de certes une complexité de mise en œuvre, mais a priori, théoriquement en tout cas, un réel bénéfice d'avoir implémenté un dispositif numérique pour l'enseignement de l'histoire. On en a terminé, j'arrête mon partage d'écran et on discute des questions, discussions éventuelles. Un tout grand merci à tous les deux, Lionel et Victor, pour ce partage super intéressant. Ça a déjà suscité